Bonjour, dans cette vidéo, nous allons discuter d'un sujet très important qui est les substances hydrophiles et les substances hydrophobes. Qu'est-ce que c'est que les substances hydrophiles? Les substances hydrophiles sont faites de molécules qui sont capables d'interagir avec les composants d'une molécule d'eau ou bien parce qu'elles sont chargées, c'est-à-dire qu'elles ont une charge négative ou une charge positive, ou bien parce qu'elles ont des charges partielles, c'est-à-dire qu'elles sont des molécules polaires, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente sur la polarité des molécules et qu'il existe des molécules polaires et des molécules non polaires. Quand ces substances hydrophiles ou ces molécules hydrophiles interagissent avec l'eau, il y aura des interactions à cause de ces charges-là, que ce soit des charges réelles ou des charges partielles, il y aura ou bien des forces d'attraction ou des forces de répulsion. C'est ce qu'on appelle des interactions électrostatiques. Et on va voir sur la diapositive suivante comment ces forces ces forces d'interaction électrostatique vont se faire. Donc, nous avons ici deux charges qui sont positives et donc elles sont identiques et donc il y a une répulsion entre ces deux charges positives. De même qu'il y a une répulsion entre ces deux charges négatives. Pourquoi? Parce qu'elles sont des charges identiques. Les deux charges ici sont positives et les deux charges ici sont négatives. Mais lorsque l'une des charges est positive et l'autre est négative, donc il y aura une force d'attraction entre ces deux corps chargés parce que les charges ici sont opposées. Donc, à cause de cette interaction entre les molécules hydrophiles et l'eau, nous allons voir que ces molécules hydrophiles sont capables de se dissoudre très facilement dans l'eau. Que ce soit des molécules polaires comme l'acide hydrochlorique ou que ce soit des ions chargés comme l'ion hydronium. L'ion hydronium, c'est une molécule d'eau à laquelle on a ajouté un proton, ou bien que ce soit des substances ioniques, c'est-à-dire des molécules ioniques formées d'ions positifs comme le sodium et d'ions négatifs comme le chlorure. Donc, ici, nous avons dans la molécule d'acide hydrochlorique, l'hydrogène porte une charge partiellement positive, alors que le chlorure porte une charge partiellement négative. Donc ici, sur l'hydrogène, nous avons une charge partiellement positive. Sur le chlorure, on a une charge partiellement négative. Donc, c'est une molécule polarisée ou une molécule polaire. Et cette différence et ces charges partielles apparaissent parce qu'il y a une différence d'électronégativité entre l'hydrogène et le chlorure. Et vous pouvez vous référer à la vidéo précédente sur les molécules polaires pour pouvoir comprendre tous les détails. Ces trois exemples-là ne sont qu'une minorité des exemples très divers de molécules qui peuvent se dissoudre facilement dans l'eau. Sur l'image de la diapositive suivante, nous allons voir comment, si nous avons un cristal de chlorure de sodium qui est formé de molécules de chlorure de sodium, qui sont des molécules ioniques, bien sûr, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente, parce qu'il y a une force d'attraction électrostatique entre l'ion positif du sodium et l'ion négatif du chloride, on va pouvoir comprendre comment la polarité de l'eau a pu
tout d'abord disperser les molécules de chlorure du sodium du cristal et ensuite séparer les ions positifs de sodium des ions positifs du chloride. Pourquoi? Parce que le sodium, qui est un ion positif, qui est chargé positivement, va interagir avec la charge opposée, c'est-à-dire qu'il va réagir avec la région partiellement négative de la molécule de l'eau qui est l'oxygène. Donc le sodium va être attiré à l'oxygène de l'eau, alors que le chlorure qui est chargé partiellement et négativement va interagir avec la partie qui est partiellement positive de la molécule d'eau qui est l'hydrogène. À cause de cette polarité de l'eau qui lui permet de séparer les ions positifs et les ions négatifs ou les particules chargées positives et les particules chargées négatives, on dit que l'eau, ou on la qualifie d'être un solvant universel, c'est-à-dire qu'elle est capable de dissoudre une grande quantité de molécules qui existent dans notre vie. Et enfin, nous arrivons à ce diagramme. Nous avons ici une molécule d'eau. Il est clair que c'est une molécule polarisée ou polaire parce que l'oxygène qui a une plus grande électronégativité va attirer les électrons. Alors donc, les électrons vont passer une plus longue période de temps autour de l'oxygène, comme on l'a expliqué précédemment, et l'oxygène va acquérir une charge partielle négative, et elle est partielle parce qu'il n'y a pas de gain véritable de charge négative, mais c'est justement la répartition inégale des électrons autour de l'oxygène et de l'hydrogène. Encore une fois, je vous conseille de vous référer à la vidéo précédente pour comprendre tous ces détails. Et nous avons aussi l'hydrogène, et l'hydrogène a une charge partiellement positive. Si vous mettez un cristal de chlorure de sodium dans l'eau, nous voyons alors que les molécules de chlorure de sodium sont faites de ce radical négatif qui est le chlorure, et ensuite nous avons le sodium. L'ion négatif est colorié en vert alors que l'ion positif du sodium est colorié en violet. Et alors nous voyons que la première étape, le premier changement, c'est que les molécules de l'eau étant polarisées ont forcé les molécules de chlorure de sodium à séparer leurs composants, c'est-à-dire les molécules de l'eau ont été intrus dans le cristal et ont séparé les composants de la molécule de chlorure de sodium. Pourquoi? À cause de la force d'attraction. La force d'attraction entre chlorure qui est négatif et entre hydrogène qui est partiellement positif. Donc, vous voyez que chaque ion de chlorure va être entouré de plusieurs molécules d'eau. Mais comment est-ce que les molécules d'eau ont été arrangées ou organisées autour du chlorure d'une façon que l'hydrogène, qui est partiellement positif, et fasse le chlorure qui est négatif, qui est un ion négatif. On appelle cette couche d'eau qui se forme autour de l'ion de chlorure une couche hydratante, c'est-à-dire c'est une couche d'eau qui entoure le chlorure. Ici, on a l'envers, c'est-à-dire que cet ion de sodium qui est positif va être entouré de ces atomes d'oxygène qui sont partiellement négatifs. Donc, encore une fois, à cause de ces forces d'attraction et à cause de la polarité de l'eau, nous voyons une couche hydratante. Mais dans cette couche d'hydratante, ce qui est différent de la couche d'hydratante que l'on voit en haut, c'est que cette fois-ci, ce sont les atomes d'oxygène qui sont à l'intérieur parce qu'ils ont été attirés
par la charge positive du sodium. En revanche, nous avons les substances hydrophobes. Quelles sont les substances hydrophobes? Ce sont les substances qui ne peuvent pas se dissoudre dans l'eau. Ils ne se dissolvent pas dans l'eau, mais ils peuvent se dissoudre dans les lipides, c'est-à-dire qu'ils sont miscibles avec les lipides. C'est-à-dire que si vous prenez une substance hydrophobique et vous la mettez dans l'huile, par exemple, et alors vous allez voir qu'elle va se dissoudre et se disperser dans l'huile, mais pas dans l'eau. Si vous la mettez dans l'eau, elle va faire une couche séparée. C'est exactement comme les vinaigrettes des salades. Quand vous mettez de l'huile qui est hydrophobe et qui n'est pas miscible avec l'eau parce qu'elle ne peut pas se dissoudre dans l'eau, alors elle va se séparer et faire une couche en haut au-dessus de l'eau et du vinaigre. Parce que le vinaigre, qui est l'acide acétique, peut se dissoudre dans l'eau. Donc tous les deux sont miscibles, mais le troisième composant de la vinaigrette, qui est l'huile, n'est pas miscible. Et alors, même si vous essayez de les mélanger ensemble en les bougeant d'une façon très rapide, mais à la fin, quand vous les laissez sur la table, l'huile va flotter sur la surface de la vinaigrette parce qu'elle est immiscible avec l'eau. Elle ne peut pas se dissoudre dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est une substance non polaire, c'est-à-dire qu'elle n'est ni chargée, elle n'a pas de charge réelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gain véritable d'électrons ou de perte véritable d'électrons pour dire qu'elle a une charge réelle ou véritable sur la surface de la molécule, et elle n'est pas polaire non plus, c'est-à-dire qu'elle est non polaire ou apolaire, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas de charge partielle, ni positive ni négative. Et il y a un troisième groupe de molécules que l'on appelle les molécules amphiphiles. Qu'est-ce que c'est que les molécules amphiphiles ou les molécules amphipathiques? Ce sont des composés chimiques qui possèdent une partie de la molécule qui est hydrophile, qui aime l'eau parce qu'elle est chargée ou parce qu'elle est polaire, et une partie lipophile, c'est-à-dire qu'elle aime se dissoudre dans les lipides, mais en même temps hydrophobe. Quand vous êtes lipophile, donc vous devez être hydrophobe, c'est-à-dire vous n'aimez pas l'eau, vous ne pouvez pas vous dissoudre dans l'eau et vous aimez les graisses. Et donc ces substances-là se dissolvent très facilement, se dissolvent facilement dans les graisses et elles sont apolaires. Donc, nous avons ici sur la diapositive, nous avons deux diagrammes. Le diagramme à droite vous montre des molécules amphiphiles qui sont des molécules phospholipidiques. Donc, elles ont une tête hydrophile, par exemple, qui se compose du groupement phosphate qui a une charge négative et alors il est hydrophile, il aime l'eau, alors que ces chaînes à l'intérieur ou ces queues à l'intérieur sont des queues hydrophobes. Donc, si vous mettez ces molécules-là dans un milieu aqueux, c'est-à-dire un milieu qui contient de l'eau, donc nous allons voir que quoi que vous essayez de disperser ces molécules dans l'eau, ces molécules-là, à la fin, vont s'organiser de façon à ce que la tête polaire et hydrophile soit à l'extérieur parce qu'elle interagit avec les molécules d'eau étant hydrophiles et étant polarisées ou chargées, alors que qu'à l'intérieur, vous allez trouver les queues qui sont ou les chaînes d'acides gras qui sont hydrophobes, qui vont fuir l'eau parce que ils ne peuvent pas interagir avec l'eau. En effet, ils ne fuient pas l'eau, mais c'est l'eau qui a une force de répulsion entre eux parce que toutes les molécules d'eau tout autour, comme nous allons le voir sur un diagramme suivant, vont faire des liaisons d'hydrogène
et vont faire une couche aqueuse autour de ce groupement de molécules amphiphiles. Et donc, les molécules qui sont hydrophobes vont fuir à l'intérieur pour une raison très importante que nous allons expliquer sur les diapositives suivantes. On appelle ça une micelle, cette conformation sphérique de molécules amphiphiles dans un milieu aqueux. On les appelle des micelles et c'est très important parce qu'en médecine, par exemple, vous allez voir que ces micelles-là sont très importantes pour euh, transporter les lipides dans l'eau du sang parce qu'il y a de l'eau dans le sang et alors ces lipides-là doivent être transportés en forme de micelle. Peut-être qu'un jour, on va faire une vidéo sur la transportation des lipides ou le transport des lipides, le transport des lipides dans le sang. Ici, nous avons aussi les mêmes molécules phospholipides, ou phospholipidiques, mais dans les membranes cellulaires où on a une couche, une bicouche de phospholipides, c'est-à-dire que nous avons deux couches. Alors, tout ça, c'est la membrane cellulaire. À l'extérieur, vous avez l'eau à l'extérieur de la cellule et vous avez de l'eau à l'intérieur de la cellule dans le cytosol. Donc, ici, il y a le liquide extracellulaire qui contient des ions comme le sodium, le potassium, etc. Donc, c'est essentiellement fait de l'eau. Et ici aussi, nous avons de l'eau à l'intérieur dans le cytosol. Donc, ces molécules de phospholipides, quand elles vont s'arranger, on va voir que les têtes phosphates hydrophiles vont être vers l'eau, c'est-à-dire elles vont toujours être à l'extérieur des deux couches. Je veux dire non pas à l'extérieur de la cellule. Donc ici, nous avons une tête hydrophile ou des têtes de groupements phosphates hydrophiles qui vont interagir avec l'eau, et ici aussi. Et au milieu, nous allons voir les chaînes hydrophobes qui sont faites d'acides gras qui ne peuvent pas interagir avec l'eau et donc ils vont s'accumuler à l'intérieur. Ici, dans les diapositives suivantes, nous allons essayer de comprendre la cause de l'interaction hydrophobe, c'est-à-dire si nous avons par exemple un groupement de molécules hydrophobes ou une agrégation de molécules hydrophobes à l'intérieur et une couche hydratante d'eau à l'extérieur. Si nous avons deux micelles comme ça et nous les mélangeons ensemble, donc nous allons voir qu'encore une fois, les agrégations hydrophobes vont s'accumuler encore une fois à l'intérieur et au lieu d'avoir deux agrégations différentes de lipides et deux couches hydratantes, nous allons voir que à l'intérieur, nous allons avoir un centre hydrophobe et après avoir mélangé les deux ensemble, nous allons voir une seule couche hydratante à l'extérieur. Mais nous voulons maintenant comprendre pourquoi est-ce que ces molécules de graisse ou de lipides s'accumulent à l'intérieur et les molécules de l'eau s'organisent de cette façon pour former une couche hydratante autour des molécules de lipides à l'intérieur. La cause principale de cette interaction, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'interaction hydrophobe, l'accumulation des lipides à l'intérieur et l'organisation des molécules d'eau à l'extérieur. On l'appelle l'interaction hydrophobe ou l'effet hydrophobe. Cette, cette interaction hydrophobe a une cause principale. Cette cause principale est une cause générale dans les corps vivants, dans les organismes vivants. C'est la recherche d'un état thermodynamique plus favorable pour le milieu aqueux. Vous savez toujours que ce problème d'énergie dans les cellules vivantes fait que les cellules ont toujours tendance
à économiser leur énergie, à ne pas dissiper leur énergie. Donc cet arrangement-là a une relation directe à, à pouvoir arriver à un état d'énergie, un état thermodynamique, c'est-à-dire un état de transfert d'énergie qui est le plus favorable pour ce milieu qui consiste essentiellement de l'eau. Euh, on n'a pas encore expliqué ce que cela veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, la recherche d'un état thermodynamique plus favorable au milieu aqueux, mais nous allons l'expliquer sous forme d'étapes successives parce que cela vous aidera mieux à comprendre d'une façon détaillée. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les molécules, que ce soit les molécules de lipides ou les molécules de l'eau, vont se déplacer ou se modifier, c'est-à-dire modifier leur ordre et leur organisation pour se localiser ou se placer dans une position où elles vont dépenser le moins d'énergie possible. Et ça, c'est ça ce que je viens de dire. Un état thermodynamique plus favorable pour n'importe quelle cellule vivante, c'est un état où elle dépensera le moins d'énergie. Et vous pouvez appliquer ça à toutes les cellules vivantes, dans toutes les conditions, dans tous les organismes vivants. Et cette accumulation que l'on a vue des molécules de lipides ou hydrophobes au centre, ce n'est pas une tendance de ces molécules-là de faire cette agrégation, mais elles ont été forcées à s'accumuler à l'intérieur par les molécules d'eau. C'est-à-dire que les molécules d'eau, en faisant des liaisons d'hydrogène entre eux, parce que vous savez bien de la vidéo précédente que les molécules d'eau font des liaisons d'hydrogène entre l'hydrogène partiellement positif d'une molécule et l'oxygène partiellement négatif d'une autre molécule. Les molécules lipidiques hydrophobes n'ont pas de charge, donc elles ne sont pas capables d'interagir selon des forces d'interaction électrostatiques, mais donc elles ont fait ça passivement, c'est-à-dire elles ont été poussées d'une façon passive vers le centre. Comment? Quand les molécules d'eau ont décidé de s'arranger autour de ce centre et en faisant des liaisons d'hydrogène. Donc, l'interaction hydrophobe ou ce phénomène-là hydrophobe ne provient pas d'une attraction forte entre les molécules apolaires elles-mêmes, puisque nous savons que ces molécules-là sont apolaires. Il est vrai qu'il y a des forces d'attraction entre ces molécules, mais ces forces d'attraction-là sont très faibles. Donc, leur agrégation au centre n'est pas la cause ou le résultat d'une attraction forte entre elles, mais plutôt parce qu'elles ont été exclues par l'eau. Ces molécules non polaires, qui sont les molécules lipidiques, ont été exclues par l'eau. Et quand elles ont été exclues, elles ont été poussées vers le centre de cette agrégation que l'on appelle une micelle. Et donc, il y a eu une réorganisation des molécules à cause des liaisons hydrogènes, comme je viens d'expliquer, entre les molécules de l'eau. Nous allons alors prendre ça étape par étape, les étapes de l'interaction hydrophobe. Au début, nous avons le premier facteur qui est la structure de l'eau, c'est-à-dire que les molécules de l'eau forment un réseau dynamique de liaison hydrogène. Un réseau de liaisons d'hydrogène pourquoi on dit un réseau? Parce que les liaisons d'hydrogène, comme vous le savez, vont lier les molécules d'eau entre elles. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça un réseau dynamique? Parce que vous savez que tout le temps, les molécules sont en train de bouger, il y a des collisions, donc tout le temps, il y a des liaisons d'hydrogène qui sont rompues et d'autres liaisons d'hydrogène qui sont formées, et c'est ce qu'on appelle donc la dynamique de ces liaisons d'hydrogène.
Donc ça, c'est le début. Les molécules d'eau vont s'arranger autour d'eux ou s'organiser pour faire une couche hydratante autour du centre lipide. Ensuite, euh, il y a la perturbation initiale de la part des molécules apolaires comme les acides gras ou les lipides qui sont introduites dans l'eau. Quand ces molécules, comme des molécules d'huile par exemple, sont introduites dans l'eau, elles perturbent l'organisation de l'eau. Elles perturbent ce réseau dynamique de liaison d'hydrogène. Mais on vient de dire que c'est un réseau dynamique, c'est-à-dire même si l'introduction de ces molécules hydrophobes dans dans l'eau va interrompre les liaisons d'hydrogène ou va perturber ce réseau-là, mais malgré ça, nous allons voir que les liaisons d'hydrogène peuvent se reformer encore une fois. Le problème avec les molécules non polaires ou apolaires, c'est qu'elles ne peuvent pas former de liaison d'hydrogène avec l'eau. Donc, elles perturbent le réseau de liaison hydrogène entre les molécules d'eau, mais en même temps, comme on vient de l'expliquer en détail, elles n'ont pas le pouvoir d'interagir avec les molécules d'eau ou de faire de liaison d'hydrogène avec les molécules d'eau parce qu'elles n'ont pas de charge, même pas des charges partielles. Et alors, qu'est-ce que les molécules d'eau font pour s'adapter à cette intrusion? Elles vont, après avoir été perturbées par les molécules de lipides, elles vont se réorganiser et s'ordonner autour de ces molécules apolaires. Donc, les molécules de lipides ou les molécules apolaires vont être au centre et les molécules d'eau vont se réorganiser autour pour faire une micelle. Cela est important parce qu'il est favorable thermodynamiquement. C'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire, il va entraîner une diminution de l'entropie du système. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, pour expliquer d'une façon très facile, entraîner une diminution de l'entropie du système, c'est-à-dire que le milieu devient plus rigide ou ordonné. Si nous revenons au diagramme, après avoir été perturbées, très rapidement, les molécules d'eau vont refaire ou reformer les liaisons d'hydrogène entre elles. Et donc, après avoir été bougées d'une façon temporaire, et ça, c'est ce qu'on appelle l'entropie, parce que l'entropie, c'est le désordre du milieu, elles ont été désordonnées temporairement, mais quand quand elles reforment les liaisons d'hydrogène, elles redeviennent ordonnées et organisées, encore une fois, et donc elles diminuent l'entropie, parce que l'entropie est le désordre. Et la formation de liaisons hydrogène entre les molécules d'eau vont diminuer cette entropie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'entropie? Il est bien d'expliquer l'entropie maintenant à ce moment-là. L'entropie, c'est la mesure du degré de désorganisation dans le milieu ou de dispersion de molécules dans le milieu. Donc, si vous avez un système où les molécules ont beaucoup d'énergie et bougent rapidement dans toutes les directions, donc c'est un système avec une entropie élevée. Mais quand les molécules, comme par exemple les molécules d'eau, font des liaisons d'hydrogène entre elles, donc le système devient plus contraint, plus ordonné, et donc l'entropie ou le désordre devient plus faible. Donc, encore une fois, l'entropie, nous allons étudier l'entropie en détail ou expliquer l'entropie en détail dans une vidéo de l'unité numéro 3 ou le chapitre numéro 3 où on parlera de l'énergie et des enzymes et des réactions biochimiques. Donc, l'entropie mesure le degré
de désorganisation, pardon, ou de dispersion des molécules et de leur énergie. Plus un système moléculaire est ordonné et contraint, plus son entropie est faible. À l'inverse, plus les molécules sont libres, agitées, dispersées, plus l'entropie est élevée. Nous pouvons voir ici que nous avons un solide et une matière dans un état solide quand elle absorbe de l'énergie. Nous allons expliquer delta S dans le chapitre numéro 3. Elle a un delta S positif parce qu'elle absorbe de l'énergie thermique. Donc, les molécules vont avoir plus d'énergie. Les distances intermoléculaires vont augmenter et les forces d'attraction, bien sûr, vont diminuer. Et donc, nous allons voir que les molécules auront plus d'énergie, donc elles seront plus éloignées les unes des autres, donc la distance intermoléculaire sera plus grande et cela entraînera bien sûr ou est accompagné bien sûr de une diminution de l'attraction entre les molécules. Si l'eau en état liquide ou n'importe quelle matière en état liquide absorbe encore une certaine quantité d'énergie thermique, l'énergie des molécules, l'énergie kinétique des molécules sera encore plus grande, la force d'attraction sera très faible parce que les molécules ont tendance à bouger et donc à briser ces liaisons-là. Plus vous donnez de l'énergie thermique, plus vous êtes capable de rompre ou de briser ces liaisons hydrogènes entre, par exemple, les composants ou entre les molécules d'eau. Et donc, les distances intermoléculaires seront les plus grandes et les forces d'attraction seront les plus petites. Et là, l'énergie thermique ou kinétique va être la plus grande dans l'état gazeux. Mais il y a aussi l'agrégation spontanée que l'on voit à la fin. Donc, qu'est-ce que c'est que l'agrégation spontanée? Quand les molécules d'eau se sont organisées autour du centre lipide, comme on voit ici, elles deviennent très organisées et donc elles perdent de l'entropie. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est ce qu'on voit dans numéro 4, c'est l'agrégation spontanée des molécules lipidiques, c'est-à-dire pour minimiser cette perte d'entropie. Ici, il faut s'arrêter un peu pour expliquer un paradoxe très important. L'entropie, c'est le désordre et donc c'est contre la nature des organismes vivants, c'est-à-dire que les molécules, les organelles, les tissus, les systèmes doivent être très organisés. Donc, l'entropie n'est pas quelque chose de favorable pour les systèmes vivants. Mais en même temps, donc, l'entropie, si elle augmente, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout favorable pour les systèmes vivants. Mais en revanche, si l'entropie est très petite, cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes ces molécules qui sont autour du centre lipidique que l'on vient de voir sur le diagramme précédent des micelles, ben, ces molécules-là sont presque paralysées. Elles n'arrivent pas à bouger. Et donc, si elles ne bougent pas, si elles ont zéro entropie, si elles ne bougent pas, donc elles ne pourront pas avoir assez d'énergie pour faire des collisions avec les autres molécules et donc pour achever ou faire des réactions, entrer dans des réactions biochimiques. Donc, quand l'eau s'est arrangée, quand les molécules d'eau se sont arrangées autour du centre lipidique, il y avait une perte d'entropie, il y avait une minimisation, pardon, l'entropie a été minimisée, c'est-à-dire qu'elle est devenue très petite. Donc, les molécules apolaires vont se regrouper ou s'agréger entre elles. Elles s'agrègent entre elles pour minimiser cette perte d'entropie. Parce que quand elles s'agrègent entre elles, quand elles se regroupent, elles vont réduire la surface de contact total entre l'eau
et cette substance non polaire. Et donc, cela va libérer les molécules d'eau qui étaient piégées et qui vont maintenant retrouver leur liberté de mouvement initiale. Donc, l'agrégation spontanée, cela veut dire que les molécules lipidiques qui sont apolaires vont se regrouper au centre, elles s'agrègent entre elles s'accumulent entre elles. Pourquoi? Parce qu'elles, quand elles font cela, elles vont réduire la surface de contact entre l'eau et ce centre lipidique. Et donc, le résultat, c'est la libération de certaines molécules d'eau pour qu'elles puissent entrer dans des réactions biochimiques. Maintenant, quels sont les facteurs qui influencent l'interaction hydrophobe? Numéro 1, la nature des molécules. Quand vous avez des chaînes carbonées, c'est-à-dire des chaînes qui sont faites essentiellement d'atomes de carbone avec de l'hydrogène, par exemple, linéaire, et qui sont aliphatiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas cycliques, cela va augmenter l'effet hydrophobe. Donc, plus la surface non polaire est grande, c'est-à-dire plus nous avons d'atomes de carbone, plus l'interaction est forte. Par exemple, ici, nous avons un composé aliphatique. C'est un hydrocarbone, c'est-à-dire c'est une molécule qui est faite d'atomes de carbone entourés d'hydrogène tout autour. Ça, c'est une molécule d'hydrocarbone. Ça, c'est un acide gras saturé. On appelle ça, ça c'est un hydrocarbone. Si vous enlevez l'hydrogène ici et vous mettez le groupement COOH, c'est-à-dire ce groupement carboxylique, donc vous allez avoir non pas une molécule d'hydrocarbone, mais un acide gras. Et puisqu'il n'y a pas de double liaison entre les atomes de carbone, donc ce sera un acide gras saturé. Ce composé aliphatique qui est formé d'une très longue chaîne d'atomes de carbone entourés d'hydrogène a une très grande surface et donc un contact très grand avec les molécules d'eau. Donc cela va augmenter l'interaction hydrophobe. Qu'est-ce que c'est que aliphatique? C'est un composé organique dont les atomes de carbone, comme vous venez de voir, forment une chaîne ouverte. C'est-à-dire que ce n'est pas, par exemple, des molécules cycliques ici où on n'a pas de chaîne ouverte, mais les liaisons forment un cycle comme ça, comme un cercle. Ça, c'est un composé non aliphatique, c'est un composé cyclique ou même un composé aromatique. Donc, un composé aliphatique, c'est un composé organique où les atomes de carbone vont faire une chaîne ouverte, que ce soit une chaîne parfaitement linéaire ou que ce soit une chaîne ramifiée. C'est-à-dire, nous allons voir des chaînes de groupements, n'importe quel groupement, qui vont originer de cette chaîne linéaire. Donc, que ce soit une chaîne linéaire ou ramifiée, mais elle n'est pas aromatique. Le second facteur qui va affecter les réactions hydrophobes, c'est la température. Quand vous avez une hausse de température, c'est-à-dire si la température devient plus élevée, les interactions, ou plus hautes, les interactions hydrophobes vont augmenter. Pourquoi? Parce que l'eau, comme vous venez de le voir sur la diapositive où le diagramme était, où on a expliqué le diagramme, c'est ce diagramme-là dont je parle, où nous avons les molécules d'eau tout autour du centre lipidique et qui font comme une cage rigide autour de ce centre lipidique. Quand l'eau va former, comme je viens de le dire, une cage rigide autour des molécules non polaires, comme vous chauffez l'eau, cela va briser cette structure ordonnée et les molécules hydrophobes se groupent alors pour limiter
le contact avec l'eau. Donc, qu'est-ce que c'est que l'interaction hydrophobe, encore une fois? L'interaction hydrophobe n'est pas une interaction entre les molécules hydrophobes et l'eau. Les interactions hydrophobes, c'est l'agrégation de ces molécules hydrophobes pour qu'elles évitent le contact avec l'eau. Et donc, quand vous élevez là ou quand vous augmentez la température, cela va briser la structure ordonnée des molécules de l'eau et dans ce cas-là, les molécules hydrophobes vont se grouper pour essayer de diminuer le contact avec l'eau, comme si elles avaient peur des molécules de l'eau. Alors pourquoi est-ce qu'elles font ça? Pourquoi est-ce qu'elles essaient de limiter la surface de contact avec l'eau? Parce que en faisant ça, en s'associant en amas, en s'agrégant, elles vont libérer les molécules d'eau qui étaient contraintes de s'ordonner autour d'elles. Donc cela va augmenter l'entropie et devient thermodynamiquement favorable. Donc, encore une fois, quand la température devient plus haute, cette couche rigide d'eau va se briser, les liaisons hydrogènes vont se briser et les molécules de lipides vont s'accumuler de plus en plus dans le centre pour donner la liberté aux molécules de l'eau de se libérer et de pouvoir entrer en des réactions biochimiques. Et donc, en augmentant la température, vous augmentez l'entropie, mais d'une façon limitée, de façon à permettre aux molécules d'eau de se libérer et d'entrer dans des réactions biochimiques. Et c'est pour ça que les molécules de lipides s'agrègent au milieu comme si elles voulaient aider les molécules d'eau de se libérer. Donc, le désordre total du système, l'entropie va augmenter et en même temps, l'attraction entre les molécules lipidiques ou les groupes non polaires devient plus forte. Est-ce qu'il y a une importance de ces interactions hydrophobes? Oui, bien sûr. Nous avons vu ça dans les membranes cellulaires ou les bicouches phospholipides et nous avons vu comment l'agrégation des molécules hydrophobes ou des queues d'acides gras hydrophobes se fait au centre alors que les groupements les groupements de phosphates sont dirigés vers le milieu aqueux. Ici, nous voyons la membrane cellulaire avec tous les composants de la membrane cellulaire, mais ce qui importe ici, ce sont les molécules phospholipidiques. Nous avons une bicouche ou une double couche de molécules phospholipidiques et toujours nous voyons que les groupements phosphates ou les têtes phosphates qui sont négativement chargés interagissent avec l'eau à l'extérieur et en revanche, les groupements phosphates ou les têtes phosphates négatives de l'autre couche vont se diriger vers l'eau qui se trouve dans le cytosol. Et nous voyons aussi que ces queues lipidiques-là vont s'agréger au milieu ou au centre pour éviter l'eau ou échapper à l'eau. Donc, dans les membranes cellulaires, nous avons une bicouche de phospholipides et seules les substances lipides peuvent traverser la membrane plasmique. Pourquoi? Parce que les substances lipides n'ont pas de charge, donc elles vont passer facilement à travers les groupements phosphates, puisqu'elles ne sont pas chargées du tout. Les groupements phosphates, eux, ils sont chargés négativement, mais s'il y a une molécule apolaire qui essaie de traverser, elle va traverser facilement parce qu'il n'y a pas elle ne porte pas de charge. Mais si nous avons une molécule chargée ou polaire, elle va trouver une grande difficulté à passer. Tout d'abord parce qu'ici, il y a une charge négative et ensuite
parce qu'il y a ces queues lipidiques qui vont s'agréger et vont offrir de la résistance au passage de ces molécules. Donc, seules les substances apolaires vont pouvoir traverser aisément la membrane plasmique en se dissolvant, alors que les molécules polaires, en particulier les grandes ou grosses molécules polaires, doivent passer par des canaux spécifiques. Pourquoi? Parce que ces canaux-là euh, sont présents à l'intérieur de la membrane cellulaire et ils sont protéiques, c'est-à-dire à l'intérieur, nous avons des acides aminés qui sont polaires, qui sont hydrophiles et alors ils vont permettre le passage de ces molécules-là. Ici, par exemple, nous voyons la membrane cellulaire. Nous voyons que nous avons de petites molécules non polaires comme les gaz, oxygène et dioxyde de carbone qui peuvent passer facilement. Elles sont non polaires et en même temps, elles sont petites. Donc, elles passent aisément à travers la membrane cellulaire. Nous avons aussi le benzène, qui est une molécule un peu plus grande, mais qui est aussi hydrophobe, et donc elle va passer d'une façon plus ou moins facile à travers la membrane cellulaire. Ensuite, nous avons les molécules polaires, comme l'eau et l'éthanol. Ça, c'est un alcool. Ces molécules-là sont polaires, c'est-à-dire qu'elles sont partiellement chargées. Donc, elles sont supposées rencontrer une résistance euh, pour leur passage à travers la membrane cellulaire. Mais parce qu'elles sont petites, elles peuvent passer aisément. Donc, les molécules polaires elles-mêmes peuvent passer à travers la membrane cellulaire, mais seulement si elles sont petites. Si vous avez une molécule polaire là, grande ou grosse comme le glucose ou comme un acide aminé, donc il y aura une résistance à leur passage et elles vont avoir besoin d'un transporteur, une protéine qui les transporte à travers la membrane cellulaire. On emploie le mot transporteur quand on parle de molécules polaires ou chargées comme le glucose et les acides aminés. Mais quand on parle d'ions ou de molécules ioniques, nous allons avoir besoin, elles aussi, elles ne peuvent pas passer aisément parce qu'elles ont des charges, donc on va avoir besoin de canaux. Et ces canaux-là, chaque canal a à l'intérieur on ne voit pas le canal ici, bien sûr, sur le diagramme, mais on va le voir sur d'autres diagrammes, dans d'autres vidéos. Ces canaux-là vont permettre à ces ions de passer aisément parce qu'elles font comme une couche de protéines qui protège ces particules chargées. Ici, vous pouvez voir les phospholipides agrandis sur le diagramme. Vous avez une tête hydrophile et des queues hydrophobes. Les queues hydrophobes contiennent des lipides, des acides gras, comme on vient d'expliquer, et ces acides gras peuvent être saturés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de liaison double, ou bien ils seront insaturés, c'est-à-dire qu'il y aura quelques liaisons doubles, et cela, on va l'expliquer à la fin du chapitre de biochimie dans des vidéos suivantes. Nous avons aussi la tête qui contient un groupement phosphate qui a une charge négative et cet alcool qui s'appelle le glycérol. Ici, nous avons le même diagramme mais avec moins de détails. Mais ce phénomène-là d'interaction hydrophobe n'est pas seulement important pour la structure de la membrane cellulaire, mais il est aussi important pour le repliement des protéines. Vous savez que les protéines sont formées de chaînes polypeptidiques et que chaque chaîne polypeptidique est formée d'acides aminés. Il y a certains acides aminés qui sont hydrophobes, d'autres qui sont hydrophiles et un troisième groupe qui sont amphiphiles. Nous allons aussi expliquer tout ça dans une vidéo suivante à la fin
du chapitre de biochimie, mais on doit aussi dire que les chaînes polypeptidiques ça c'est le niveau primaire, le niveau premier ou primaire de la structure des protéines. Quand vous avez une seule chaîne polypeptidique formée d'aminoacides différents avec un ordre spécifique et un certain type ou plusieurs types d'aminoacides spécifiques, mais à l'intérieur de cette chaîne polypeptidique, vous pouvez voir par exemple qu'il y aura une interaction ou une liaison entre deux atomes, par exemple, ou une liaison hydrogène ici entre de l'hydrogène qui est partiellement positif et de l'oxygène qui est partiellement négatif. Ici, nous avons deux atomes de soufre où il y a une liaison covalente entre les deux. Vous pouvez avoir une liaison ionique entre un groupement ici qui porte une charge positive et un autre qui porte une charge négative, etc. Tout ça, on va l'expliquer en beaucoup de détails dans des vidéos suivantes. Mais ça, c'est le niveau primaire. Et donc, si on enroule ça pour faire des hélices alpha, ou des bêta, des couches bêta. Ça, c'est le niveau secondaire, on va aussi l'expliquer, où il y a aussi le niveau tridimensionnel. Tout ça, on va l'expliquer, mais ce qui importe ici, c'est que cette conformation des protéines dépend des réactions hydrophobes, c'est-à-dire ce phénomène-là, l'interaction hydrophobe avec l'eau stabilise la structure des protéines à chaud. Comment? Dans un milieu aqueux, c'est-à-dire dans un milieu qui est fait principalement d'eau, les acides aminés qui sont non polaires, c'est-à-dire hydrophobes, d'une protéine dépliée, comme celle-ci, par exemple, une chaîne qui n'est pas beaucoup pliée, qui est un peu dépliée, il y a certains aminoacides qui sont hydrophobes, c'est-à-dire qui ne portent pas de charge. Et donc, ces acides aminés hydrophobes vont s'agréger à l'intérieur, vont s'accumuler à l'intérieur et vont s'éloigner de l'eau. Donc, dans un milieu aqueux, les acides aminés non polaires ou hydrophobes d'une protéine dépliée vont forcer les molécules d'eau environnantes à s'agencer de manière rigide, ce qui diminue localement l'entropie. C'est-à-dire que les acides aminés hydrophobes vont s'accumuler au centre et les molécules d'eau vont former une couche rigide autour d'eau. Mais lorsque la protéine se replie, comme je viens de le dire, donc ces groupes hydrophobes s'enfuient à l'intérieur pour s'isoler de l'eau. Et donc, les molécules d'eau qui avaient été piégées, sont alors libérées dans le milieu global. Mais il faut se rappeler que trop de chaleur peut détruire cette stabilité parce que trop de chaleur peut causer une dénaturation à la protéine. Donc, encore une fois, si vous avez une chaîne de protéines ou polypeptidiques dans un milieu aqueux qui contient de l'eau, quand vous avez des aminoacides hydrophobes, ils vont s'accumuler à l'intérieur pour fuir l'eau, ils vont s'enfuir au centre et donc ils seront au centre et ils vont permettre aux molécules, ils vont diminuer leur surface de contact avec l'eau et donc ils vont donner plus de liberté aux molécules d'eau parce qu'il y aura plusieurs molécules d'eau qui seront libérées et donc cette augmentation d'entropie sera favorable, comme on vient de l'expliquer. Pourquoi alors est-ce que cette accumulation des aminoacides hydrophobes au centre permet à certaines molécules d'eau de se libérer? Pour une raison très importante, c'est que leur accumulation au centre des molécules lipidiques
diminuent leur surface de contact avec l'eau. Si elles avaient contact avec 100 molécules d'eau auparavant, en s'enfouissant au centre, elles diminuent leur surface. Elles vont être en contact avec seulement 50 molécules d'eau et donc 50 molécules d'eau vont être libérées pour pouvoir entrer en réaction biochimique. Merci si vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, donc cliquez sur like, écrivez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec vos collègues. Merci et à bientôt.